Je vais vous présenter nos deux témoins donc, qui vont venir se rapprocher de la table ronde, en l'occurrence, j'ai bien fait. Jean-François Vallès est directeur associé depuis 25 ans, on travaille sur les zones d'activité, se définit comme agitateur de zone, et directeur de l'agence Synoptère, intervenant depuis donc longtemps sur ce sujet-là, et notamment sur le territoire d'accueil. Et Emmanuel Nicolo, qui en plus d'être un collègue de promo du Collège des Transitions Sociétales, est délégué général de l'association Baobab, coopérative de transition écologique basée à Saint-Nazaire depuis 4 ans, c'est ça? À peu près 4 ans, très bien. Alors, on a un petit scénar qui nous permettra quand même de faire du lien dans la discussion. On va commencer par Emmanuel. L'idée, c'est que on va te donner un petit temps pour que tu nous teases un petit peu l'approfondissement du projet Baobab sur le territoire. Donc un petit temps court pour nous le présenter. Et n'hésite pas à compléter la présentation si je n'ai pas été complet. Puis éventuellement, dis-nous aussi 2 mots sur l'importance, l'enjeu coopération, comment tu le perçois toi. C'est intéressant d'avoir ton petit point de vue, mais tout ça dans un temps limité. J'ai compris. Avec plaisir. Donc oui, je m'appelle Emmanuel Nicolo, je représente une association qui s'appelle Baobab, basée à Saint-Nazaire, et plus précisément basée dans les locaux de la maison d'entreprise, et on en est ravis. Baobab, c'est une association qui est née d'une initiative de quelques citoyens, des citoyens aujourd'hui c'est une association qui réunit des chefs d'entreprise, des dirigeants, des associations, des indépendants, autrement dit des habitants de ce territoire. Et donc, ces habitants, en fait, ils partagent une préoccupation, une préoccupation liée à tout un tas de dérèglements que je ne vais pas citer parce que si on est là ce soir, c'est parce qu'ils sont à peu près clairs dans nos esprits. Tout un tas de dérèglements, ils partagent donc cette préoccupation et ils partagent aussi une compréhension de l'origine de ces dérèglements, à savoir les activités humaines. Et les activités humaines sont la cause première de tous ces dérèglements. Mais on comprend aussi au sein de cette association que ces activités humaines, elles sont également sous contrainte d'un modèle économique dominant qui déroule différentes logiques. Et je vais en pointer 2 ce soir. Le modèle économique dans lequel on est tous embarqués répond à une logique de volume et à une logique de concurrence, en gros. Et ces éléments-là, ces logiques, on les perçoit bien sûr sur les territoires, les collectivités locales et territoriales sont aussi embarquées dans ces logiques de volume ou de concurrence. J'entends par là que la logique de volume, on peut la penser en termes d'emploi. C'est un sujet, les emplois sur un territoire. C'est stratégique. C'est un enjeu économique, quoi. Et au titre de tenir ces emplois, de maintenir, de les développer, les territoires sont aussi amenés à être dans une logique de concurrence. C'est ce qu'on appelle, autrement dit, l'attractivité des territoires. C'est le mieux-disant qui va chercher à attirer les entreprises sur les territoires pour tenir les emplois, etc. Alors, ça a des effets positifs, bien sûr, sur le cadre de vie, nos modes de vie. Moi, je me sens plutôt privilégié de vivre et de travailler à Saint-Nazaire sur ce bassin de vie-là, clairement. Donc, ça a des effets positifs, mais ça a aussi des effets négatifs, ce qu'on va appeler des externalités négatives, et 3 principalement: pollution, effet sur la santé et casse sociale. En gros, c'est ce qu'on constate. Alors, on le voit sur le territoire de Saint-Nazaire, mais on le voit partout en fait. Okay. Donc Saint-Nazaire n'échappe pas à ces externalités, et d'ailleurs ces externalités négatives, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, elles étaient considérées par la société comme surmontables. Mais aujourd'hui on voit bien qu'elles s'accentuent et qu'elles s'accélèrent. Et c'est exactement à cette problématique-là que cherche à s'attaquer Baobab, alors à sa petite hauteur, on est tout petit, dans un océan bien sûr, mais on veut s'attaquer à ces sujets par un angle qui est celui de la coopération. La coopération comme une manière d'agir, comme une manière d'entreprendre. C'est comme ça qu'on a envie de se saisir de ces questions-là. Alors encore faut-il s'accorder sur le sens du mot coopération, qu'on a souvent tendance à résumer à la coordination, à la collaboration. Et j'espère que ce soir, au fil des témoignages, on va pouvoir comprendre ensemble que la coopération, c'est bien plus que ça.
Autre chose aussi, avant de parler de mon témoignage, c'est de dire que dans ce qu'on fait, dans ce qu'on mène, dont tu parleras après, on est dont je vais d'accord. parler juste après, bien sûr, je reboucle Jean-Luc. C'est que dans nos histoires, il n'y a pas d'évidence. Entreprendre en coopération, c'est pas si simple que ça. Voilà, donc on va voir comment, nous de notre côté, on s'y prend et on essaye de démontrer en quoi ça nous semble intéressant et pertinent. Il n'y a pas d'évidence, mais l'expérience qu'on mène et que je vais raconter juste après, elle se vit à Saint-Nazaire depuis 18 mois avec des acteurs qu'on va voir, un public privé, etc. Et elle laisse entrevoir des pistes intéressantes, des manières justement d'entreprendre différemment, de développer des activités économiques qui sont en mesure de prendre en charge les fameux enjeux écologiques et sociaux. Ce qui serait intéressant, c'est que Jean-François, qui a une grande expérience depuis 25 ans sur ce qui se passe dans une activité, que tu fasses un petit peu un zoom arrière, qu'on sorte un petit peu du territoire, que tu nous dises un petit peu qu'est-ce que tu en penses de l'évolution et de l'état de l'art, quoi. Donc bonsoir, merci de m'avoir invité. Alors oui, ça fait 25 ans qu'on travaille sur les zones d'activité, en se disant que c'est quand même dommage d'avoir des zones d'activité où on met des boîtes à chaussures les unes à côté des autres, et puis voilà, puis on attend patiemment, alors de temps en temps, on va avoir des vice-présidents, puis on leur dit ouais, c'est pas terrible. Mais on s'interroge peu en fait sur ces territoires. Ce qui est intéressant de voir, puis on pourra revenir dessus ultérieurement, c'est la question de bien voir que Emmanuel l'a bien pointé, on rentre dans un monde qui est un peu changeant, il y a beaucoup de défis qui vont s'appliquer au territoire, qui s'imposent au territoire, et qu'on peut trouver des solutions à l'échelle des zones parce qu'on est dans une logique de proximité. C'est ça qui est intéressant quand on regarde les zones d'activité. On voit qu'il y a un potentiel énorme. Mais si on veut travailler ce potentiel, il faut remettre l'humain. Nous, on croit beaucoup, pour t'avoir fait Pierre Metz, qui est un grand penseur des zones, du développement économique des territoires, il faudrait faire des zones qui soient humano-centrées. Donc il faut se poser la question de se dire c'est quoi la qualité de vie pour les usagers, pour les employés sur une zone d'activité. Comment ça se passe? Et ça, c'est un premier point. Puis après, on peut se poser la question aussi de se dire, mais peut-être qu'on peut faire des choses entre les entreprises. Donc ça, c'est le deuxième. De se dire, on peut développer des mutualisations, on peut développer des synergies. On parle d'économie circulaire, on parle de IT. Et on va voir, j'en reviendrai dessus, mais il y a des potentiels énormes. Et enfin, de se dire, tous les défis, alors Emmanuel en a pointé certains, il va falloir apprendre au-delà à travailler ensemble dans un monde où, moi ça fait 25 ans que je suis sur les questions environnementales et économiques, et puis j'ai tendance à dire, enfin on arrive aux ressources rares, malheureusement ça fait longtemps qu'on nous prévient, mais là on est dedans. Ce bulletin, vous en avez pointé une qui est extraordinaire, c'est celle des finances publiques, on est dedans. On reviendra sur la question des actifs, on va revenir sur les questions de l'eau, et de se dire, là il va falloir réinventer les gouvernances locales. Ce qu'on va voir aussi, c'est que nos zones d'activité, on ne vous les a jamais vendues comme étant des lieux de coopération. Quand on vous vend une zone, c'est la proximité avec un axe structurant. On vous dit en gros, venez chez nous pour partir plus vite. C'est à peu près ça. C'est venez, on est à 5 minutes de l'autoroute, donc on ne vous dit pas venez, vous allez voir, vous allez pouvoir travailler avec les voisins et autres. J'aurai l'occasion, on reviendra un peu plus loin, je fais du teasing, mais de montrer ce qu'on fait avec Simon et Lorraine et toute l'équipe de l'Aglo sur cadrément comment est-ce qu'on essaie de le penser un peu différemment. Alors, ce qu'on voit, c'est quand même maintenant, les 25 ans, c'est qu'il y a quand même une montée en puissance du monde associatif, en particulier sur le premier niveau, qui est de se dire la qualité de vie humaine et se tisser ce lien. On prend conscience quand même de plus en plus, et on nous dit il faut faire des marques employeurs, il faut travailler la qualité de vie des employés et autres. Alors quand vous êtes un grand groupe, c'est facile. Quand vous êtes une petite boîte, c'est un peu plus compliqué. Et puis moi, je tendance à dire au territoire, alors, vous incitez les entreprises à avoir des marques employeurs, peut-être que vous pourriez avoir aussi votre marque employeur zone. Et c'est là où on voit énormément d'actions qui sont passionnantes portées par les associations. Là, on arrive aux fêtes de Noël, moi j'adore. C'est tous les Noëls inter-entreprises qui se mettent en place. Quand vous êtes dans un grand groupe, c'est simple. Vos parents, vous avez le catalogue qui arrive, il y aura la fiesta à la fin de l'année. Vous êtes dans une PME, une petite entreprise, c'est le repas avec la famille et puis l'entreprise. Là, vous avez des démarches qui se mettent en place. On va le voir, on peut faire aussi beaucoup d'actions. Alors, il y a beaucoup d'actions sportives qui peuvent se mettre en place, des concours de pétanque, de courses et autres. Donc, aussi, on peut être sur des questions plus sérieuses, comme la formation. On peut être aussi sur la préparation des jeunes. Moi, j'ai un ado, il faut trouver des stages. Bon, il y a des associations d'entreprises sur des zones d'activité, ils s'en occupent. Et les jeunes, les ados, ils font le tour de plusieurs entreprises. Je trouve ça merveilleux. Il y a toute l'intégration, la préparation des futurs travailleurs de demain. On peut travailler sur l'écomobilité. Je voyais un sujet qui m'a fait un peu peur, enfin un chiffre qui m'a fait peur. 67% des personnes qui travaillent dans les entreprises, leur premier souhait, c'est de partir pour se rapprocher de chez eux. Plus on a fait des zones d'activité, dans les années 60, c'était 3 km pour aller dans le travail. C'était ça, on traversait, on allait en face, il y avait les chantiers. Maintenant, c'est 18, voire 30 km. Mais ce qu'on voit bien, c'est qu'on peut dire à la collectivité, on voudrait des bus. Alors non, des bus, c'est bien, et vous le faites, mais ça ne va pas être suffisant. C'est aussi tout un travail en interne dans les entreprises. Ça va être la notion des services, la restauration et autres. Donc on a ce sujet
très humain qui revient au cœur des démarches. Il y en a un deuxième, alors moi j'ai biberonné l'ancien patron du CJD, donc de se dire tout compte fait, tout ce qui est fonction support des entreprises, on pourrait mutualiser. Pour vous donner un exemple, vous aurez un atelier cet après-midi, enfin un peu plus tard sur ce sujet, sur les boucles locales de l'énergie. La crise en Ukraine, elle nous a montré qu'il fallait travailler ensemble. On est un peu en retard. Ça fait 15 ans, j'en ai des élus visiter des zones d'activité aux Pays-Bas qui mutualisent l'achat d'énergie. Alors maintenant on signe. Donc on voit qu'on peut faire des choses. Mutualisation des achats, on pourrait mutualiser des espaces, on pourrait mutualiser des compétences, on pourrait faire de la formation professionnelle sur des zones, on peut faire énormément de choses. Je vais prendre un exemple assez simple que j'adore, en plus c'est le meilleur endroit où je peux le faire parce que on va parler de port, du port de Strasbourg, le CLES du port de Strasbourg. Alors quand vous faites ça proche de la mer, c'est plus simple qu'au milieu de nulle part. Le CLES du port de Strasbourg, c'est 18 synergies. C'est 400 000 € d'économie par an pour les entreprises qui sont à l'intérieur. Ça, c'est de la compétitivité. On nous dit qu'il faut faire des gains de compétitivité, ben voilà. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mutualisent énormément de choses. 18 types de synergies, on va être sur la mutualisation d'équipements, on va être sur l'achat groupé d'énergie, on va être sur la formation. Le bilan, donc 400 000 € d'économie chaque année, 65 000 km évités. Donc quand on a des problématiques de saturation, on arrive sur un sujet qui est central. Je ne sais plus combien de milliers de tonnes de CO2 évitées. Mais ce que j'adore dans cette expérience, c'est qu'à plus petite des coopérations, c'est se partager un transpalette. Donc on voit bien que derrière, on peut faire des choses assez intéressantes. On peut aussi, dans le monde artisanal, partager un showroom, partager des équipements. On voit qu'il y a un potentiel qui est énorme, mais qui a été un peu oublié. Alors c'est bien parce que, alors, bravo Rupture d'organiser ces ateliers et puis toute l'équipe de l'agglomération de se lancer dans cette démarche-là, parce que même quand on voit les matinées d'information faites pour les chefs d'entreprise, par exemple, sur un certain nombre de sujets, on le fait toujours de manière individuelle. On ne pense pas à la notion du collectif. Alors que le collectif, c'est vraiment une force. C'est vraiment un élément de se dire, dans le temps où on va arriver, ça va un peu secouer. Moi, je fais de la prospective, on m'amène à travailler sur les stratégies à 10 ans, ça va pas mal secouer. Donc il va falloir être plus robuste, et si on doit être robuste, c'est travailler ensemble. Il y a eu une très belle illustration, c'est la crise de la Covid. Les territoires s'en sont sortis parce que des grands groupes ont dit, nous, on sait accéder à des masques, on sait accéder à du gel, on va acheter pour tout le monde, on va se partager. Parce que c'est aussi derrière la question, c'est qu'un écosystème, il tient de par sa diversité. Je pense que Saint-Nazaire est une très belle illustration. On a les grands noms qu'on connaît, mais on oublie aussi tous ceux qui sont derrière et qui aident à faire fonctionner cet écosystème. Donc c'est ça qui est derrière, qui est intéressant. Et donc se dire encore une fois, c'est ne regardons plus les zones d'activité comme des sommes de petites boîtes à chaussures, mais regardons-le comme un lieu en fait, qui a un destin commun et travaillons ensemble dans une logique de voisinage. Je travaille avec mes voisins. Souvent, on a eu des réseaux qui sont essentiels. Vous avez parlé de Néopolia, c'est génial ce qui se fait. Mais ça, c'est pas de la proximité. La proximité, c'est vraiment ce travail entre voisins, de se dire on a les mêmes problématiques, on est un peu dans la même galère, on a les idées ensemble. Et il faut voir que sur de très nombreuses zones d'activité, vous êtes voisins pendant 10 ans, vous ne vous connaissez pas. Moi, j'adore quand on fait les premiers comités de site ou des démarches de ce type-là, les chefs d'entreprise qui disent on est voisins, mais on ne se connaît pas. Donc ça, c'est là qu'on a une démarche intéressante sur ce sujet, et il faut, c'est pour ça qu'on s'appelle un peu agitateur de zone, c'est un peu comme les boules à neige. C'est pas très beau une boule à neige, hein, vous voyez le truc, mais c'est beau quand on les bouge. Vous voyez, il faut les remuer pour voir la neige et de voir un peu des synergies qui se mettent en place, et c'est ça qu'il faut faire sur les zones d'activité. Ajouter dans vos éléments de langage le problème du logement. Tout à fait, on reviendra après. D'accord. Je vous réserve ça pour le dernier défi, le dernier temps, je vous fais un bout de teasing. Parce qu'il n'y a pas que la question du logement, je le fais avant, ça va être la question des actifs. On va rentrer dans un monde qui va poser des questions sur la question des actifs. Et ça aussi, il va falloir travailler ensemble. Donc on revient vers toi sur le cas de Cadréan, comme ça on aura une déclinaison opérationnelle plutôt locale sur le comment. On a la chance, je vous remercie M. le Vice-président, je remercie Laurel, je remercie Simon, il manque l'autre Simon aussi, mais nous avoir donné l'opportunité de réfléchir à Cadréan, qui est un lieu qui est magique. Hein. Vous avez dit, on parle beaucoup du port, mais on oublie aussi ce qui est à côté. Et on s'est posé la question avec l'équipe, c'était un travail assez long, de se dire, tout compte fait, il reste un peu de foncier, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on fait classique, hein, des lots, on fait un bâtiment, et puis voilà, il y a une histoire de zone humide, donc ça pose des questions. Soit on se pose la question inverse, et on se dit, mais au final, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Est-ce que c'est encore une entreprise qui vient de l'extérieur, ou on essaie de travailler avec les entreprises qui sont présentes, donc ça amène aussi un autre acteur qui est CE, donc tout le travail qui a été mené, alors je pense à Simon Parlemoine aussi qui n'est pas là, mais de relancer cette association pour avoir un interlocuteur, et de se dire au final, mais si on doit faire quelque chose à cet endroit-là, il faut le faire aussi
en lien et en soutien des activités qui sont présentes. Et dès qu'on change un petit peu le logiciel et qu'on remet les synergies au cœur, ben on s'aperçoit qu'on peut faire des choses extraordinaires. Je ne vais pas tout dévoiler parce que c'est pas l'idée. Non, parce que c'est après que tu en parles de ça. Ouais, puis on est en train de travailler sur le sujet, c'est du working progress, c'est une autre façon de penser, ça réinterroge beaucoup de choses. Mais en tout cas, ça amène la question de se dire, les zones d'activité, comme je disais, on ne peut pas être que sur des zones qui sont pensées extérieures à intérieures, mais comment est-ce qu'on peut retravailler à l'intérieur. Et ce qui est génial, quand moi je le vois, je pense qu'on pourra en parler avec Simon, parce que Simon est quand même beaucoup impliqué sur la question, mais c'est de voir aussi les entreprises nous ont apporté énormément d'idées. De dire, mais attendez, parce qu'on a des besoins aussi. Il faut préparer demain. Où est-ce qu'on met les startups industrielles qui vont nous apporter, quand on parlait de rupture, qui soutient, oui, vous êtes là, qui soutient les entreprises innovantes, les groupes, ils nous ont dit, on a aussi besoin d'activités qui ne sont pas encore là. On a besoin aussi d'avoir des services pour nos employés, parce qu'il n'y a pas grand-chose en termes de services. Quand il y a le renfort de la mobilité, il faut aussi penser derrière peut-être des nouvelles formes d'équipement. On peut aussi penser, quand on a une zone humide et haute, se dire, mais tout compte fait, on la conserve, et on en fait un lieu de vie, parce que je passe pas spécifiquement sur le territoire, mais sur de nombreuses zones d'activité, trouver un endroit où déjeuner en dehors de votre entreprise. Moi je travaille sur des zones, alors, pas sur votre territoire, des très belles zones, et les territoires il n'y a même pas de trottoir. Ça en dit très très long sur la dimension humano-centrée des zones, donc là c'est une expérience intéressante de juste inverser, et de se dire on pourrait avoir des lieux qui soient vraiment des catalyseurs de synergie. Ouais, alors c'est pas tant l'histoire de Baobab, mais c'est l'histoire de ce que cherche à faire Baobab. Baobab cherche à accompagner des collectifs d'acteurs pour développer des dynamiques entrepreneuriales un peu différentes. Et l'histoire que je vais vous raconter, comme je le disais, elle se vit à Saint-Nazaire depuis 18 mois, c'est l'histoire du produit de nettoyage. Bon, comme ça paraît pas extraordinaire. C'est une histoire qui démarre dans une entreprise qui s'appelle Group Facility. Il y a un bon moment de ça. Au sein de cette entreprise, il y a une salariée qui a un jour émis l'idée, ce serait chouette qu'on fasse notre propre produit de nettoyage. Le Group Facility, c'est une entreprise de propreté et de conciergerie. Donc elle dit, ouais, ce serait bien qu'on ait notre propre produit de nettoyage. Et Laurent et Vincent, qui sont les gérants de cette entreprise-là, se disent, bah oui, effectivement, ce serait une bonne idée, mais nous, on n'est pas chimistes, voilà. Bon. Ils découvrent un peu plus tard, à l'occasion d'un événement sur l'économie bleue, peut-être organisé par Rupture, et ce serait rigolo de le savoir, qu'il est possible de faire un produit de nettoyage à base de résidus d'agrumes, de vinaigre blanc et d'eau. Un peu plus tard, on se rencontre avec Vincent et Laurent, et ils m'expliquent cette histoire-là, pendant que moi je leur explique ce que Baobab cherche à faire sur le territoire. Et on se dit, peut-être que cette idée, on peut la mettre au travail collectivement, et on verra bien ce que ça donne. Alors Baobab se met au travail effectivement et commence à passer quelques coups de fil dans son réseau local. Il s'agit d'identifier des acteurs sur le territoire qui sont en mesure de répondre à certains enjeux qu'on a identifiés. Voilà, ce projet de produits de nettoyage, ça vise notamment à participer à la réduction des déchets, mais il y a des enjeux de formulation de produits chimiques, de fabrication de produits chimiques. Donc, qui sont les acteurs sur le territoire qui sont en mesure de tenir ce genre de choses-là. On en identifie quelques-uns et on leur propose de se réunir le temps d'une journée autour d'une même table. Là, on est en juin 2023 à l'Évol 12 à Saint-Nazaire et on voit Vincent qui est en train d'expliquer son sujet à tout un tas de personnes. Et ces personnes, parmi elles, il y a quelqu'un qui représente le lycée Alex, le lycée professionnel Alex, qui enseigne les métiers de la chimie à des étudiants. Il y a également Delphine de Mapoem, une PME qui développe des cosmétiques bio et locaux et qui en plus de ça permet à des adultes autistes de travailler. Bon bref, à l'issue de cette journée, certaines de ces personnes, celles que je viens de citer en particulier, décident de convenir qu'on pourrait aller plus loin ensemble, quoi. Et si on faisait un prochain pas ensemble. Donc on commence à se revoir. Et d'ailleurs, on se voit assez fréquemment, on se voit aujourd'hui tous les 15 jours pour faire avancer notre projet là. Alors quand on travaille ensemble, on essaye de tenir un petit peu les enjeux de chacun, tenir les intérêts de chacun, on essaie d'encastrer tout ça, de manière à ce que chacun s'y retrouve. Et puis petit à petit, on conçoit quelque chose qui nous semble faire sens, on avance, bref. Mais il y a aussi des choses qu'on ne sait pas tenir. Il y a des choses sur lesquelles on bute, qui ne marchent pas, et notamment, c'est bien joli d'imaginer un produit de nettoyage à base de résidus d'agrumes, mais encore faut-il identifier des mangeurs d'agrumes sur Saint-Nazaire. Alors avec Vincent, on décide d'aller frapper à la porte de certains hôtels de Saint-Nazaire, et notamment l'hôtel Ibis, là juste en face. Et on leur explique notre démarche à ces personnes-là qui sont plutôt intéressées.
Et on comprend que ben, ouais, il y a peut-être quelque chose à faire ensemble, parce que eux pressent des oranges au petit déjeuner pour leurs clients le matin. Mais dans la discussion, on comprend aussi que en fait, les oranges qui sont pressées ne sont pas bio. Et pour nous, c'est un sujet parce que dans l'écorce des oranges sont contenus des pesticides, et embarquer des pesticides dans la formulation d'un produit de nettoyage, c'est un problème. Alors, on s'est gratté la tête, pas longtemps, on a identifié une épicerie associative à Saint-Nazaire qui s'appelle la Coop du Coin, qui s'approvisionne directement auprès d'une coopérative espagnole d'oranges bio. Et à partir de là, on a commencé à s'approvisionner en oranges, et petit à petit, en fait, on a commencé à comprendre qu'il était possible qu'on fasse vraiment quelque chose qui tienne, quoi. On a petit à petit aussi créé de la confiance entre nous, qui nous laisse percevoir quelque chose qu'on appelle, nous, dans notre jargon chez Baobab, un écosystème coopératif territorialisé. Une manière d'entreprendre à plusieurs, entre des acteurs publics, des acteurs privés, et même des citoyens. Aujourd'hui, notre aventure, on la dessine comme ça. On imagine qu'il y a des oranges là qui viennent de... D'ailleurs, on n'imagine pas, hein, c'est bien ce qui s'est produit, qui viennent de cette coopérative espagnole qui, on s'est renseigné, fait les choses très bien en termes de préservation, de la biodiversité dans les sols ou de la ressource en eau. Et en passant par la Coop du Coin, on approvisionne des hôtels. Les hôtels vont pouvoir presser les oranges bio pour le coup, permettre à des personnes de manger des oranges qui profitent à une agriculture durable. On récolte les écorces d'orange une fois qu'elles ont été pressées, on les fait sécher, ces écorces, on les broie, on obtient une poudre, et cette poudre, on la met à disposition de MaPoM. MaPoM qui, par là, va pouvoir en profiter pour diversifier ses activités. Et donc renforcer sa mission d'inclusion de personnes en situation de handicap. Et donc MaPoM va développer ses produits de nettoyage sur la base de formulations développée, elle, par le lycée Arlex. Et puis bientôt, par l'IUT de Saint-Nazaire, qui embarque dans l'aventure. Et là, on obtient un produit de nettoyage qu'on va mettre à disposition de tous ceux qui veulent, et notamment le groupe Facility, pour la blague, pour aller nettoyer les hôtels là où ont été pressés les oranges. Alors en fait, ce que j'ai envie de partager en particulier dans cette aventure, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, le produit de nettoyage, c'est intéressant. On en a besoin. Mais ce qu'on a compris en marchant, c'est que ce qui fait plus sens pour nous, c'est tout ce qu'on cherche à tenir. Soutenir une agriculture durable, ouais, ça c'est important. Mais c'est aussi, au sein de, par exemple, de groupe Facility, de renforcer l'engagement des salariés. C'est un sujet pour les entreprises en ce moment. Autrement dit, il y a l'idée d'une salariée qui est en train de devenir un projet de territoire. Ici, au sein de l'hôtel, on profite à une alimentation plus saine. Et puis on va aller chercher, j'espère, nos amis les cargos qu'on aime bien, pour aller transporter nos écorces d'orange, pour les faire sécher, pour les faire broyer. Là, il y a une petite aventure, j'aurais peut-être pas le temps de la raconter. Non, je confirme. Voilà, c'est ça. Ici, ça nous permet de renforcer l'inclusion, comme je l'ai déjà dit. Au niveau des élèves du lycée Alex, ce qui est important, c'est qu'ils peuvent bénéficier de projets pédagogiques. Et ça, c'est chouette. Mais en fait, ce qui est important pour les enseignants, c'est de leur permettre, de leur point de vue, de raconter que la chimie peut aussi avoir des impacts positifs. Et ça fait sens, en tout cas, pour les enseignants. Bref, tout ça pour dire que ce qui nous importe, c'est tout ce que je viens de raconter, c'est ça qu'on a envie de tenir. Au prétexte d'un produit de nettoyage. Mais quelque part, le produit de nettoyage, on s'en ficherait presque aujourd'hui. Donc on est embarqué dans une aventure qui s'est construite sur la confiance. On a compris qu'on partageait des intérêts, on a des acteurs publics et privés, et même des citoyens qui au départ sur le papier n'avaient rien à partager. Enfin en tout cas comme ça, on n'est pas dans une logique de filière, on est transverse à plein de domaines différents. Mais on voit pour autant que ça fait sens petit à petit, et que ça se construit. Alors on a encore beaucoup de chemin à faire, on est dans une logique de trajectoire aussi, on avance pas à pas, on comprend ce qu'on fait au fur et à mesure qu'on le fait, et les logiques, les manières d'entreprendre classiques sont mal adaptées. Je veux dire, on n'est pas en mesure de faire un business plan, d'avoir un planning avec des indicateurs de performance, ça ne marche pas. Et également, ce qui ne marche pas, c'est la logique, la relation de client-fournisseur. Là, chacun a intérêt à se préoccuper de ce qui se passe chez l'autre. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs ce qui se passe. Il y a des acteurs, là, il y a un acteur qui a un petit peu en fragilité en ce moment. On se relève les manches et on organise des choses pour venir en soutien. Et demain soir, à l'hôtel Ibis,
de 15h à 19h, il y a un petit événement auquel je vous invite d'aller, en fait, voilà, pour venir soutenir notre démarche, et plus particulièrement l'un des acteurs. Bon, voilà ce que je voulais partager, c'est que c'est une aventure qui se construit pas à pas, et qui, de notre point de vue, arrive à tenir des enjeux écologiques et des enjeux sociaux, tout en démontrant une manière de développer nos activités économiques dans d'autres logiques. Voilà. Super, merci. Je pense qu'il y aura peut-être des questions, donc on va essayer de préserver ce petit temps de questions-réponses. Je vais faire une pirouette, on va changer de programme en fait. Je vais te demander de faire les 2 questions suivantes en une, Jean-François. C'est-à-dire que je voudrais à la fois, par rapport au cas de Cadréan, que tu puisses peut-être nous dresser des perspectives vers où vous allez, et que tu en profites pour faire un petit zoom en hauteur, plus en général la coopération, c'est quoi son avenir, quoi, hein, en sortant un petit peu de Cadréan. Vous avez beaucoup progressé. On descend, c'est super. Ça fait la 2e fois qu'on fait la présentation ensemble. Je suis très jaloux par ce dessin. Et l'orange, j'adore. C'est génial. J'aime bien dans ce qu'a dit Emmanuel, c'est que c'est une notion de trajectoire. Et surtout, c'est la notion d'un rêve. Alors, on l'a fait sur Cadréan, on vient de finir une mission aussi pour le pôle métropolitain de Mont-Saint-Nazaire, donc on est aussi sur ces démarches-là, où on s'est posé la question de l'intensification, une expérimentation de l'intensification des zones d'activité. Et en fait, ce qu'on est arrivé comme conclusion, c'est qu'il faut d'abord réinventer l'imaginaire. Il faut se créer un nouvel imaginaire, il faut penser concrètement ça veut dire quoi les coopérations. Et c'est ce qu'on essaye de faire sur Cadréan, c'est du travail qui se fait petit à petit, mais en tout cas ça a été un travail qu'on a fait alors tant en interne au niveau des équipes techniques qu'avec aussi les entreprises, de se dire mais tout compte fait, c'est quoi demain une zone d'activité où les coopérations fonctionnent. Parce que sinon c'est trop simple en fait, et après on bloque toujours sur le même sujet. C'est classique, hein. Vous faites une zone, vous commerciez tous les lots, puis après vous dites tiens on n'a pas de lieu pour restaurer. Ah, peut-être y penser avant. Mais alors c'est pas simple non plus parce que ça nécessite d'avoir une grande flexibilité dans les approches, ce qui n'était pas le cas en fait avant. Vous voyez, autrefois on faisait des ZAC, c'était assez simple une ZAC au final, on fait des lots et on les vend. Là, partir dans des modèles où on se dit mais tout compte fait, il faudrait qu'on ait un grand tellement, qu'on y mette une grande parcelle, on y mette des bâtis dessus, mais on n'est pas tout à fait sûr de ce qu'on mettra à l'intérieur, et peut-être qu'il y aura des lieux qui seront collaboratifs mais qui vont dépendre de la solidité d'une association d'entreprise pour pouvoir le porter. C'est ça qui est derrière et qui est intéressant. Il y a un point aussi qui est intéressant, et ça va faire le lien, je vais l'emmener un peu sur les défis. Par exemple, il y a une zone humide à un endroit. Bon, il y en a qui pensaient qu'il fallait peut-être la détruire, ça coûte très très cher, en plus c'est une horreur. C'est interdit en plus, les compensations c'est une horreur, voilà. Et de se dire, mais en fait on pourrait la garder, la valoriser, juste en changeant un petit peu ce logiciel. Mais encore une fois, se dire on change, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette capacité à se projeter, et un peu de s'affranchir des règles basiques, de s'inspirer de ce qui se fait à droite et à gauche, hein. On ne réinvente pas l'eau chaude, hein. C'est juste qu'on les agrège différemment, et surtout de se voir, c'est qu'il y a des entreprises qui poussent. Et qui ont envie d'aller dans ce sens-là. On a discuté avec Simon, il y a des moments où on se dit, bah tiens, mais peut-être qu'il faudrait une offre pour ça. Ah, il y en a qui veulent faire de l'expérimentation, donc c'est un usage ponctuel. Comment est-ce qu'on contractualise? Il faut réinventer complètement. Mais surtout, c'est la notion, et j'aime bien Emmanuel quand tu le dis, on parle beaucoup de trajectoire aussi. C'est-à-dire qu'on va commencer par apprendre à se faire un pot, on va apprendre à se faire confiance, on va apprendre à travailler avec les entreprises. Donc il y a déjà sur Cadréan une habitude de travail qui est portée avec des comités, vous avez l'habitude d'échanger avec les chefs d'entreprise, mais c'est de se dire maintenant, on va petit à petit graduer sur ce qu'on essaye de mettre en œuvre. Et c'est là où je vais devenir un peu plus triste. Enfin, du moins les propos sont un peu plus durs, c'est de se projeter et pourquoi est-ce qu'il faut aller plus loin dans les coopérations. Tout ça, ça a quand même du sens par rapport à... Il y a 4 grands défis hein, qui vont s'imposer au territoire, à tous les territoires, et il va falloir jouer avec. Le premier, c'est le changement climatique. Ça paraît rigolo, on se dit 2050, 2100, c'est très drôle. Non, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est Valence, on espère. C'était pareil dans le Nord-Pas-de-Calais, j'aime bien, enfin c'est vraiment le moment où ça calme un peu tout le monde. Valence, vous savez combien d'entreprises ont été touchées en Espagne? On n'en parle pas. On parle des morts, mais on ne parle pas des entreprises. 40 000. Le nombre d'employés touchés, 370 000. C'est la Covid avec tous les emmerdes qui vont en plus. C'est ça, il va falloir s'y préparer. Ça veut dire qu'il faut redonner de la place au cycle de l'eau et à la nature. Quand on repart au travail sur des grands segments, quand on réfléchit avec Simon et l'équipe de se dire peut-être qu'au lieu de nos coefficients de biotope soient calculés à la parcelle, mais essayons d'avoir des lieux qui soient intéressants. Il faut même éventuellement repenser de la réglementation. Quand un grand acteur se dit moi j'ai une terre que je ne peux pas utiliser, peut-être que je peux plus densifier sur ma parcelle, et on l'intègre dans un bilan global à l'échelle de la zone. Ça va être un enjeu. Il va falloir que vous formiez les représentants de l'État. Hein. Oui, on y travaille aussi. Parce que c'est pas simple, tout ça c'est pas simple, tout ça c'est complexe, mais on peut y arriver. Il y a ça qui est derrière, donc ça veut dire qu'il va falloir apprendre. On a un autre souci sur lequel il va falloir travailler en collaboration, c'est le bâti. Bâti et la végétalisation des zones. On a un bâti industriel qui est ancien, qui ne se renouvelle pas. France Stratégie, pas des écolos, ils disent au-dessus de 24 degrés. Chaque degré au-dessus, c'est 2,6
de productivité en moins. Sur la zone, si dans votre bâtiment il fait 40 degrés, je vous laisse faire le calcul de maths, vous verrez, on est à plus de 25% de perte de productivité. Là, on va rentrer dans des sujets sérieux sur lesquels il va falloir bosser ensemble, et il va falloir aller plus loin que les simples coopérations en termes de services ou de mutualisation, et bien de se dire peut-être qu'on peut avoir une vision coopérante sur l'usage du foncier, sur la place de la nature. Et donc arrêter de réfléchir juste à sa parcelle, mais partager en collectif. Donc ça, c'est vraiment un sujet sur lequel il va falloir tourner. Ça, c'est le premier. Monsieur Pelter, Il n'y en a pas 4, hein. Il y en a 4, mais les deux derniers sont plus brefs. Le deuxième, ça va être sur ces questions de coopération, et vous l'avez pointé à juste titre, Monsieur Pelter, c'est la réflexion des ressources. Il y a l'argent public n'est plus là. Donc il va falloir réinventer des formes dont travailler sur des territoires où on réfléchit à avoir des montages qui se font plus avec les entreprises ou les acteurs du territoire, se dire le financement n'est pas obligatoirement public, c'est pas toujours à l'acteur public de payer, il peut être facilitateur, et je trouve ce terme très intéressant. Il y en a un deuxième qu'on oublie, qui va être assez terrible. Donc on parle des ressources en eau, donc il faudra apprendre aussi à partager. Moi je travaille sur des territoires, il n'y a plus d'eau. Donc c'est comment est-ce qu'on apprend, on fait une entreprise de qui par rapport à l'usage de l'eau? Puis vous êtes dans des problématiques entre eux, mais c'est les entreprises ou les habitants. Tout ça, il va falloir apprendre à travailler ensemble. Très bel exemple, c'est l'Espagne avec les tribunaux de l'eau, et ils arrivent petit à petit à développer cette culture du partage et de se dire on est tous dans la même barque. Il y en a un autre sur lequel il va falloir s'alerter, c'est les compétences et ce sont les actifs. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a jamais vécu depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'a plus de croissance d'actifs. Et on va diminuer les actifs. C'est-à-dire que la population qui peut travailler, eh bien, elle va diminuer. Donc il va falloir se poser aussi la question sur les territoires, c'est de se dire, ok, on a des boîtes qui se développent, parce qu'il faut en attirer des nouvelles, en sachant que ça doit concurrencer sur le volume des actifs, et ça va poser la problématique du logement. Donc ça aussi, il va falloir apprendre ensemble. Donc ça, c'est pareil, ce sont des démarches de collaboration qui vont être essentielles. Je fais vite les deux dernières. La troisième, c'est les quatrièmes technologies, la quatrième révolution industrielle. Donc ça, c'est aussi des nouvelles formes, des lieux de collaboration. C'est typiquement tout ce qui est start-up, lieux d'innovation et autres. Ça, c'est un renouveau dans le monde industriel. Avant, c'était la troisième, c'était très descendant. Randonneur d'ordre, sous-traitant en ligne. La quatrième, c'est on travaille ensemble. Donc il faut aussi adapter les îles. Et puis après, on le voit bien, c'est tout ce qui est accompagner les transitions des entreprises et la décarbonation. Ça tombe bien, il y a un super projet ZIBAC, qui est un des rares en France ici, c'est Zone Industrielle Bas Carbone, qui va se lancer. Ça pareil, on voit bien, ce sont des entreprises qui vont se mettre à travailler ensemble. Quand on parle de l'énergie, on travaille ensemble. Donc tout ce qui va être l'accompagnement des transitions écologiques, on va le retrouver. Alors c'est vrai qu'on met ça en perspective et qu'on regarde sur quel rayon, on se dit, on est en train de préparer ça. En se disant aussi, c'est des petites pièces. Alors, on ne sait pas exactement à quoi ça va ressembler, comment, parce que c'est toujours le problème des coopérations, on sait où ça commence, puis après, voilà, c'est une trajectoire avec des hauts et des bas. Mais en tout cas, c'est ça qu'il faut se préparer à gérer. C'est un peu l'image, mais je vais clôturer là-dessus, parce qu'après, vous regardez. C'est un peu, on le sait bien ici, c'est la question de la mer. Quand vous avez une tempête au loin, ce qui fonctionne, c'est pas d'avoir, il faut avoir un bon bateau, ça c'est important. Mais si vous avez le meilleur équipage du monde, s'il ne se parle pas, ça ne va pas fonctionner. Ce qu'il faut, c'est apprendre, donc savoir où est-ce qu'on veut aller, quelles sont les méthodes pour passer des tempêtes, un gros temps. Il faut apprendre à travailler ensemble, et surtout, il faut s'entraider. Il faut s'entraider. Demain, ça va être plus compliqué. Mais il faut commencer aujourd'hui. Parce que c'est l'habitude, c'est à force de travailler ensemble, d'avoir des réflexes et de développer ces démarches-là entre collectivités locales, collectifs d'entreprises et entreprises individuelles, qu'on va réussir à passer sans trop de casse. C'est ça en fait qui est derrière, qui est l'enjeu en fait. Donc c'est de se dire, on commence aujourd'hui par discuter autour d'un verre, on développe des actions comme vous faites à travers Rupture, de se dire on commence sur des synergies qui sont assez simples, et demain on peut aller beaucoup plus loin et il va falloir y aller. Mais il faut apprendre et il faut s'entraîner.